Au programme du jour, des nouvelles, du contemporain un peu noir et du thriller. Bref, comme d'habitude, on va parler bouquins et comme bien souvent, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une fois de plus un point lecture. Alors comme je l'ai dit, oui, dernièrement, je suis allée fureter dans des genres littéraires un peu différents et c'est quelque chose qui me convient assez bien. En fait, je me rends compte que j'alterne très souvent entre des périodes assez monomaniaques où j'ai envie de ne me concentrer que sur un genre en particulier, voire parfois que sur un auteur en particulier. Je pense surtout en disant ça à Stephen King, forcément vous vous en doutez. Autant j'ai des périodes comme ça parfois où j'adore aller picorer mes lectures à droite à gauche dans des genres complètement différents et avoir ce côté un petit peu découverte, rafraîchissant, de passer d'un genre à l'autre et d'aller me balader d'aventure en aventure. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait dernièrement et je vous avoue que dans l'ensemble, ce furent plutôt de bonnes découvertes. En fait, pour tout dire, à part un seul gros faux pas, tout le reste, c'était plutôt génial. Alors je vais arrêter de parler pour ne rien dire et passer tout de suite à mes avis lecture. Je vais donc commencer cette vidéo en vous parlant du plus petit bouquin de toute cette sélection puisqu'il fait très exactement 89 pages. Et ce livre, il s'agit de L'Éternel Retour de Sylvain Tesson aux éditions Folio. Ce n'est donc pas un roman ni même une nouvelle, c'est un recueil de nouvelles, un recueil de 5 nouvelles. Alors non, vu la taille du bouquin, je ne vais pas tenter de vous faire un résumé, je pense que ce ne serait absolument pas utile et je vais tout de suite du coup passer à mon avis. Alors quand j'y repense, il y avait un moment que je n'avais pas lu d'écrit de Sylvain Tesson, qui est pourtant un auteur que j'apprécie plutôt bien, que j'aime toujours lire. Du coup, lorsque je suis tombée un petit peu par hasard dans ma maison sur ce très court livre, je n'ai pas longtemps hésité. Et quand je dis que je suis tombée par hasard, ce n'est pas que des livres apparaissent comme par magie dans ma maison, c'est juste parce qu'à la base, ce recueil de nouvelles appartenait à mon amoureux et que donc je ne l'ai pas acheté, je n'en avais pas non plus la connaissance, mais ma foi, c'est plutôt une bonne découverte. J'ai personnellement très vite plongé dans ce livre et j'ai aussi très rapidement retrouvé le style et l'univers de Sylvain Tesson que j'affectionne, même si assez rapidement durant ma lecture, j'ai également noté un petit quelque chose en plus, une certaine dose de cynisme et d'humour un peu noir que je n'avais pas forcément noté dans ces récits de voyage. Ce recueil de nouvelles compte exactement 5 nouvelles qui se déroulent pratiquement aux 4 coins du monde. Alors au-delà du fait qu'avec un auteur aventurier tel que Sylvain Tesson, c'était assez incontournable, ça permettait de rajouter ce petit quelque chose, ce petit message qui tendait à faire comprendre que malheureusement aucun peuple, aucune culture, aucune civilisation n'est parfaite. Et c'est là où je rejoins ce côté un peu cynique dont je vous parlais, puisque ces différentes nouvelles abordent forcément plusieurs thématiques et plusieurs cultures, et à aucun moment j'ai trouvé que l'auteur ne tranchait de façon nette. On pourrait croire au premier abord que ce recueil de nouvelles fait une sorte d'apologie du retour à la nature, de la suprématie, je dirais, de la nature sur la décadence de l'homme moderne et de la société occidentale. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus subtil que ça. Cela m'a particulièrement marqué dans la toute première nouvelle qui se déroule dans un petit village au fin fond de la Géorgie autour du combat d'un homme pour faire goudronner une route jusqu'à son petit village paumé. Et si j'ai trouvé que la fin était terrible et absolument cynique, je trouve que cette nouvelle pose aussi bien la question du pour ou contre de la modernisation. La seconde nouvelle fait froid dans le dos et est très noire, je trouve, en tout cas bien plus que ce que j'ai l'habitude de lire chez cet auteur, puisqu'elle nous raconte la vie d'un éleveur de porcs anglais qui va prendre conscience de ce qu'il fait vivre à ses animaux
de par le fait qu'il pratique l'élevage intensif. Avec la troisième nouvelle, là par contre, j'ai beaucoup plus retrouvé le style et l'environnement, je dirais, de Sylvain Tesson, puisque cette nouvelle, pour le coup, se déroule au bord d'un lac en Russie, donc ce n'était pas sans rappeler l'expérience qu'avait menée Sylvain Tesson lorsqu'il avait passé 6 mois au bord du lac Baïkal, qu'il avait raconté dans le livre, enfin le recueil, le récit, le livre témoignage dans les forêts de Sibérie, que j'avais d'ailleurs lu et chroniqué également sur cette chaîne. Et j'ai personnellement beaucoup aimé cette nouvelle, que ce soit d'ailleurs vraiment par toute l'ambiance qu'elle installe, mais aussi par la fin qu'elle propose. Il y a un petit message, là encore un brin piquant, mais que personnellement j'ai plutôt apprécié. La quatrième nouvelle, quant à elle, n'était pas sans me rappeler le roman L'île au trésor de Stevenson, qui est par ailleurs un roman que personnellement je n'ai pas vraiment apprécié lorsque je l'avais lu. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle tendait à faire passer comme message autour de l'importance et de l'incroyable pouvoir de l'imaginaire. Et là encore, j'ai trouvé la fin absolument délicieuse parce qu'elle était à la fois piquante et amère. Enfin, la cinquième et dernière nouvelle est finalement peut-être celle que j'ai, je dirais, le moins appréciée. Elle prend principalement place dans un phare breton complètement balayé par la tempête durant un soir de Noël, et si là encore j'ai plutôt bien apprécié l'ambiance globale de cette nouvelle, j'ai par ailleurs peut-être un peu moins accroché avec l'histoire en elle-même. Dans l'ensemble, j'ai donc une fois de plus pris beaucoup de plaisir à plonger, à replonger dans la plume de Sylvain Tesson. Ces nouvelles étaient certes courtes mais plutôt bien construites, et j'ai vraiment apprécié la façon dont l'auteur tendait à mettre en scène l'humain dans toute sa complexité, avec bien sûr parfois sa bêtise, et avec toujours la nature en toile de fond, cette nature assez omniprésente, mais en même temps, soyons sérieux, que serait un écrit de Sylvain Tesson sans la nature? Tout simplement pas du Sylvain Tesson, je pense. J'ai cru comprendre après coup que ces nouvelles étaient en fait tirées d'un autre recueil de nouvelles de l'auteur, plus important en termes de pages, qui s'intitule Une vie à coucher dehors, que par hasard et par bonheur j'ai également à la maison, donc je pense me plonger assez rapidement dans cet autre recueil de nouvelles, histoire de prolonger tout simplement cette bonne expérience de lecture que j'ai pu avoir ici, de replonger dans ces petites histoires qui sont à la fois dépaysantes et qui en même temps posent question. En résumé, c'est donc un court recueil de nouvelles que je pourrais tout à fait recommander, que ce soit d'ailleurs aux lecteurs assidus de Sylvain Tesson ou à ceux qui potentiellement souhaiteraient le découvrir tout en douceur avec, comme vous le voyez, du coup, un livre extrêmement court et très vite lu. Donc voilà, je pense que c'était l'une des chroniques les plus courtes, probablement, de la chaîne. Mais bon, en même temps, vu le nombre de pages, j'ai du mal à voir ce que j'aurais pu vous en dire de plus. J'espère en tout cas avoir peut-être titillé un petit peu votre curiosité et vous avoir peut-être donné envie. Et je vais poursuivre ce point lecture avec un autre recueil de nouvelles. Oui, je n'en lis pas souvent, mais je sais pas, dernièrement j'ai dû avoir une frénésie d'envie comme ça de recueils de nouvelles. Je les ai lus de façon assez concentrée. C'est plutôt rare, mais comme quoi tout arrive. Et ce livre, il s'agit donc de Le goût sucré des pommes sauvages de Wallace Stegner aux éditions Gallmeister, dans cette collection que j'aime tellement, Totem, qui présente ses couvertures absolument sublimes. Je sais pas vous, mais moi je suis fan. Je pense qu'après les couvertures de King chez les livres de poche, c'est très clairement celle que je préfère dans ma bibliothèque. Bon bah là encore, hein, même speech, recueil de nouvelles, donc je ne vous fais point de résumé. Alors pour rappel, j'avais lu, il y a de ça un petit moment maintenant, voire peut-être bien quelques années, le roman Une journée d'automne de Wallace Stegner qui m'avait vraiment beaucoup plu, qui m'avait permis de découvrir une très belle écriture, qui avait su me toucher, et du coup depuis que j'avais lu ce roman, c'est vrai que j'avais très envie de
continuer à découvrir la bibliographie de cet auteur. Mon choix s'est donc porté sur ce recueil de nouvelles. Et malheureusement, alors que ma lecture avait débuté avec beaucoup d'entrain et d'envie, j'ai assez vite déchanté. Oui, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, c'est très clairement ma première déception de 2023. Ce recueil compte en tout et pour tout, là encore, 5 nouvelles. Et je dois reconnaître que j'ai plutôt apprécié les 2 premières, même si je les ai trouvées un peu courtes et si en tout cas elles m'ont laissé sur ce goût de trop peu. Elles étaient donc trop courtes à mon goût et surtout, pour moi, elles terminaient là où ça commençait à devenir intéressant. Vraiment comme si l'auteur avait esquissé des idées comme ça de début de bons romans et qu'au moment où les choses se lançaient, il avait décidé de laisser tomber son style. Et c'était certes un peu frustrant, mais malgré tout, j'appréciais tout de même parce que je retrouvais cette ambiance de décor de campagne américaine et des portraits de ces habitants qui en sont faits que j'avais justement tant apprécié dans son roman Une journée d'automne. Et puis, la 3e nouvelle est arrivée, et alors là, l'auteur m'a perdue. Alors pour le coup, cette 3e nouvelle était beaucoup plus conséquente en termes de nombre de pages, mais elle était peut-être justement un peu trop à mon goût. Cette nouvelle embarque le lecteur dans une soirée mondaine un peu à la Gatsby magnifique autour d'une maîtresse de maison stressée et stressante, ainsi que d'un pianiste qui est d'ailleurs le centre d'intérêt du dit cocktail, qui a un caractère pour le coup exécrable. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette nouvelle que j'ai trouvée dans l'ensemble assez longue et un peu creuse par moments. Je me souviens que j'avais adoré dans Une journée d'automne la façon dont l'auteur avait décrit ses personnages et aussi dont il avait mis en place son histoire avec beaucoup de profondeur et pour autant une écriture très simple, très accessible. Or, dans cette 3e nouvelle, j'ai eu le sentiment qu'il complexifiait son écriture et cela en donnait un style assez pompeux, franchement désagréable. Arrive ensuite la 4e nouvelle qui est là encore assez courte et sans grand intérêt. J'avoue d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le message, ou en tout cas l'intention de l'auteur avec cette histoire. Et puis arrive enfin la 5e et dernière nouvelle qui, en termes de nombre de pages, représente finalement quasiment la moitié du recueil. Autant dire que c'est presque une novella à part entière. Et là, je dois reconnaître que je suis assez vite retombée dans un ennui abyssal. Cette dernière nouvelle est, je trouve, vraiment écrite dans le plus pur style nature writing américain et met en avant des paysages sauvages et des grandes plaines puisqu'on y suit une bande de cow-boys qui traversent de grandes plaines canadiennes durant l'un des hivers les plus froids du XXe siècle. Et si, en règle générale, le nature writing n'est pas quelque chose qui me dérange, qui peut même clairement être quelque chose que j'apprécie, là j'avoue que j'avais déjà été franchement plutôt déçue par toute la première moitié de ce recueil et malheureusement cette dernière nouvelle n'avait pour moi pas assez d'action et de corps pour relancer mon intérêt de lecture. Je ressentais déjà l'ennui depuis un bon petit moment et j'avoue que cette dernière nouvelle m'a tout simplement achevé. J'ai même lu certains passages en diagonale tellement je n'en pouvais plus et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive extrêmement rarement. Alors oui, si vous êtes adepte de nature writing, de description, de grands paysages rudes et parfois presque désertiques dans lesquels l'homme est mis face à lui-même et surtout face à la nature, alors peut-être que dans ce cas, ça pourrait vous convenir. Mais pour moi, très clairement, c'était trop. J'ai du coup franchement été déçue par ce recueil de nouvelles, tant par les histoires qu'il contient qui n'ont pas su me convaincre et m'accrocher, et aussi surtout parce que je n'ai pas su y retrouver ce style, cette patte Wallace Stegner que j'avais tant apprécié dans Une journée d'automne. Je pense tout de même retenter l'expérience avec cet auteur, mais peut-être plus avec un autre de ses romans. C'est peut-être tout simplement ces nouvelles qui ne me conviennent pas.
Après, j'ai aussi cru comprendre que ce recueil a été écrit plutôt vers la fin de sa vie, et je me demande si je ne préfère pas le Wallace Stegner dans sa jeunesse, avec une plume qui essaye peut-être de moins en faire, mais qui pour autant, pour moi, tombe bien plus juste. Il n'en reste pas moins que cet auteur est vu et reconnu comme l'un des plus grands auteurs du XXe siècle, et rien que pour ça, j'ai envie de découvrir plus en profondeur sa bibliographie. J'espère juste que ce petit recueil de nouvelles n'aura été qu'une petite dissonance passagère entre cet auteur et moi, et que j'aurai la joie de très vite me réconcilier avec lui. Je sais du coup que j'ai un autre de ces romans qui m'attend dans ma pile à lire, qui est dans mes souvenirs assez conséquent en pages. Et vu ma dernière expérience, je vous avoue que je suis un petit peu refroidie et qu'il va falloir que je trouve un moment la motivation et que peut-être je me mette un petit coup de pied aux fesses pour inverser le karma et me lancer dans cet autre roman qui, je l'espère vraiment, me rappellera tout ce que j'avais tant aimé dans une journée d'automne, parce que ouais, ça avait été une super expérience de lecture et que je serais ravie de la réitérer. Quant à celui-ci, ma foi, on va le mettre de côté, on va l'oublier. Pour le roman suivant, je suis très heureuse de pouvoir vous reparler de cet auteur sur la chaîne, car c'est l'un de mes auteurs chouchous dont je vous parle très rarement, et pour cause. C'est tout simplement parce que j'ai tout lu de lui, ou presque, et que du coup, tous les ans, j'attends la sortie poche de son dernier roman parce que je ne peux pas en lire d'autres. J'ai donc lu, ou plus exactement dévoré il y a peu, Je suis l'abysse de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Alors, cette histoire prend place, comme bien souvent, comme quasiment à chaque fois avec Donato Carisi, en Italie. Alors, au tout départ, on a une mise en bouche assez choc, puisque l'on a une scène avec un enfant qui va dans un lieu un peu désaffecté avec sa mère, lieu dans lequel il y a une piscine intérieure abandonnée, et sa mère va tout simplement le balancer dans la piscine de cette eau croupie et le laisser là se débrouiller et à moitié se noyer. Et en parallèle, on va suivre toute une histoire au présent autour de deux personnages principaux. D'un côté, une femme assez énigmatique appelée la chasseuse de mouches, qui, on le sent rapidement, a pour combat de défendre un petit peu les femmes qui sont victimes des hommes. Et en parallèle de ça aussi, on va suivre un homme qui a l'air pas tout à fait équilibré, qui travaille comme agent de la ville, qui vide les poubelles, vous savez, dans les parcs, et je crois, oui, aussi qu'il ramasse les poubelles chez des particuliers. Il va d'ailleurs parfois sélectionner certaines de ces poubelles pour aller fouiller à l'intérieur et en apprendre plus sur certaines femmes propriétaires de ces dites poubelles. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes en présence d'un magnifique spécimen de stalker psychopathe. Et pour terminer de vous planter le décor, tout cela se passe autour du lac de Côme. Alors, comme je vous le disais, tous les ans, j'attends avec impatience la sortie poche du dernier Carisi, du coup de l'avant-dernier Donato Carisi, et donc je me suis jetée sur ce roman dès qu'il était sorti en librairie, parce que j'avais vraiment beaucoup trop hâte de retrouver l'auteur, et une chose est certaine, c'est que je n'ai pas été déçue de ma lecture. L'attente valait le coup, parce qu'une fois de plus avec ce titre, l'auteur m'a régalé. J'ai tout de suite retrouvé ce que j'aime tant dans sa plume, cette espèce d'univers brumeux, sa façon de présenter son histoire par petits bouts épars et flous, pour petit à petit emboîter les différentes pièces du puzzle et nous livrer à la fin un tout juste, cohérent et surprenant. Comme c'est souvent le cas dans ses romans, Donato Carisi va une fois de plus mettre en scène des gens de l'ombre, ces fantômes de la société, ces oubliés qu'il aime comme ça remettre un petit peu en lumière en imaginant leur vie, leur passé,
leur souffrance et leur parcours. Il est une chose que j'adore en littérature et que bien sûr on retrouve chez Donato Carisi, c'est ce panel de personnages complexes. Ils sont vraiment écrits tout en nuances et difficilement classables dans une case en particulier. Et c'est vrai que les différents protagonistes passent régulièrement par des sentiments et des pensées parfois complètement contraires et je trouve que cela en fait toute leur richesse. Comme je le disais, j'ai vraiment dévoré ce roman parce qu'en plus de toute cette complexité des personnages, le suspense est justement dosé. Je commence à pas mal connaître la construction globale des romans de Donato Carisi et je sais qu'à chaque fois il faut que je me laisse porter par les mystères, que je me laisse porter par les différents éléments parce que je sais qu'à la fin tout se met en place, tout s'emboîte et tout s'éclaire un peu comme par magie. Les romans de Donato Carisi ne sont vraiment pas écrits, je dirais, vous savez, dans le plus pur style des thrillers page-turner, de ces romans à suspense au rythme effréné, pas du tout. Et pour autant, tout du long, j'étais captivée par ma lecture. J'avais vraiment envie d'aller percer le secret de ces personnages, de tenter de mieux les comprendre et j'avais beaucoup de mal à décrocher de ce livre. C'est ce qui fait que finalement j'ai dévoré ce roman en quelques jours en essayant malgré tout de le faire durer un petit peu et d'ailleurs si je devais presque trouver un défaut majeur entre guillemets à ce roman, c'est que pour moi il était trop court. J'en aurais voulu encore plus tant j'étais bien dedans. Attention hein, néanmoins, comme quasiment tout le temps avec cet auteur, on va aborder des thématiques difficiles, d'ailleurs ici des thématiques je dirais difficiles et malheureusement terriblement actuelles, mais j'ai personnellement trouvé que Donato Carisi le faisait avec beaucoup de justesse et de réalisme sans jamais tomber dans le cliché. Alors bien sûr, au vu du résumé, on s'en doute, il va beaucoup y être question de violence et plus particulièrement de violences faites aux femmes, mais pas que, il va aussi beaucoup y être question de la mère, de la figure maternelle. L'auteur s'est vraiment appliqué à montrer cette figure maternelle sous différents jours et au travers de différents prismes, que ce soit par exemple celui de la société ou encore celui de la religion. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui en plus de ça, au détour de certaines pages, m'a parfois amené à me questionner moi-même. Vraiment, je crois que tout simplement j'ai tout aimé dans ce roman, que ce soit cette histoire très sombre mais aussi touchante à la fois, ou encore ces personnages et même cette ambiance qui oscille entre ce décor absolument magnifique et luxueux du lac de Côme, mais aussi une part plus poisseuse, brumeuse et beaucoup moins reluisante. En fait, lorsque Donato Carisi présente le côté pile, il n'en oublie jamais le côté face et je crois que c'est vraiment l'une des choses que j'aime le plus chez lui. Et puis, petite cerise sur le gâteau, la dernière page m'a en plus de ça apporté une petite révélation finale que je n'avais pas vu venir, donc bravo. Bravo monsieur, merci de m'avoir complètement embarqué avec vous et d'avoir su une fois de plus aussi bien me retourner le cerveau. En plus de ça, une fois cette dernière surprise passée, on tombe sur une note finale de l'auteur qui nous informe que cette histoire est en partie inspirée de faits véridiques. Et alors pour moi, là, ça a terminé d'enfoncer le clou. J'aurais peut-être apprécié, mais bon, ça c'est quelque chose de purement personnel, en savoir peut-être un peu plus justement sur ce fait divers, savoir quelle était la part de fictionnel ou non, savoir s'il s'était peut-être inspiré d'un fait divers en particulier ou de plusieurs. Je vais donc, je pense, faire quelques recherches en ce sens, en espérant avoir potentiellement des réponses sur le sujet. En tout cas, vous, de votre côté, si vous en avez, s'il vous plaît, dites-moi tout en commentaire que j'en sache un peu plus. À noter aussi que Je suis l'Abysse est un one-shot. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une suite de prévu, mais c'est très clairement un roman qui se suffit à lui-même, qui fonctionne tout à fait comme un one-shot, et que par conséquent, je pourrais totalement recommander aux lecteurs qui souhaiteraient peut-être justement découvrir cet auteur. Décidément, ce n'est pas une surprise, mais je suis rarement déçue avec Donato Carisi et j'espère vraiment qu'il continuera à me régaler avec
ces histoires sombres, tordues, mais tristement réalistes pendant encore de nombreuses années. Je sens déjà que, comme tous les ans, l'attente va être extrêmement longue jusqu'à la parution du prochain titre de lui en format poche, mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que, comme tous les ans, lors de la prochaine sortie poche, je vais une fois de plus me ruer en librairie pour découvrir sa prochaine histoire, parce que c'est définitif, vraiment, cet auteur fait partie de mes auteurs chouchous, et je pense qu'il n'est pas là d'être détrôné. Et je vous propose de terminer ce point lecture avec une autre de mes auteurs favoris depuis désormais quelques années maintenant, puisque j'ai également lu en ce début d'année Le bonheur l'emportera d'Amélie Antoine aux éditions Pocket. Je suis très contente parce que j'ai reçu ce livre à Noël et j'ai l'impression que j'ai déjà pas mal dégommé de romans qui sont arrivés dans ma palle à Noël. Donc ouais, je suis plutôt fière de moi. Je me dis que, alors certes, j'ai demandé peu de livres cette année au Père Noël, mais c'était vraiment des romans que j'avais très envie de découvrir là très rapidement, et je me rends compte que j'ai fait un choix peut-être restreint, mais un choix peut-être un peu plus raisonné et qui me correspond bien, et la preuve en est, c'est que je me suis rapidement jetée sur ces cadeaux de Noël. Soit, revenons donc à Amélie Antoine. Dans cette histoire, on va se situer là pour le coup à Lille, où on va suivre une petite famille lambda pour qui tout va pour le mieux. Sophie, la maman, est ce que l'on appellerait une working girl. Elle fait tous les jours des allers-retours à Paris où elle bosse, où elle vient d'avoir un super poste qu'elle aime beaucoup, mais c'est vrai que ça lui prend pas mal de temps. Elle aime beaucoup son fils, mais c'est vrai qu'elle n'est pas toujours forcément très disponible pour lui et que parfois elle n'a pas toute l'attention qu'elle devrait peut-être avoir. Et puis on va aussi suivre donc Joachim, qui est le père donc de Maël, qui est le petit garçon, qui lui est beaucoup plus proche finalement de ce petit garçon, qui va beaucoup plus l'entourer. Et assez rapidement, on va apprendre que Maël va avoir besoin d'aide. Maël a quelque chose qui lui pose vraiment problème dans sa vie. Je ne vais pas vous en dire plus parce que pour moi, ça fait, comme quasiment dans tous les romans d'Amélie Antoine, partie un peu de la découverte et du plaisir de lecture, de ne pas trop en savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'avais lu le résumé, personnellement, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs durant le book haul, je pensais que l'on allait peut-être partir sur la thématique de l'autisme. J'avais l'impression qu'il allait être question d'une maladie ou d'un syndrome quelconque. Alors je vous le dis tout de suite, si c'est quelque chose qui vous dérange, le traitement de la maladie ou quoi que ce soit, on n'est pas du tout là-dedans. Alors je vous avoue qu'après le très beau coup de cœur que j'avais eu lors de la lecture de Raison obscure, qui était donc le dernier roman que j'avais lu d'Amélie Antoine, j'avais un petit peu peur que ces romans suivants me paraissent peut-être un peu plus fades, un peu plus en dessous, un peu moins puissants. Et je peux vous dire que je n'ai absolument pas été déçue par ma lecture de Le bonheur l'emportera. Mais alors pas du tout. Je pense même pouvoir dire que potentiellement ce roman est mon premier petit coup de cœur de 2023. Une fois de plus, Amélie Antoine m'a transportée dans son histoire tant que littéralement je n'ai pas pu lâcher ce livre que j'ai dévoré en 24 heures. Croyez-moi, vu le peu de temps que j'ai en ce moment accordé à la lecture, si je lis un livre en 24 heures, c'est que vraiment, il y a un truc. J'en arrive au point à remettre d'autres choses au lendemain, voire à la semaine suivante, pour me concentrer dessus. Croyez-moi, ça n'arrive vraiment pas avec tous les bouquins. Je crois que cet auteur a vraiment trouvé ce dans quoi elle excelle, c'est-à-dire l'écriture de ces histoires familiales, contemporaines, avec toujours une certaine dose de sombre et de dramatique. Une fois de plus, comme d'ailleurs dans Raison obscure, elle s'attaque à une thématique sociétale actuelle et ô combien importante de mettre en avant. Et comme à chaque fois, j'ai eu le sentiment qu'elle l'avait fait avec beaucoup de réalisme, beaucoup de justesse
et en même temps une certaine dose de pudeur. Son écriture est terriblement juste et équilibrée. Et sincèrement, je crois qu'il y a vraiment très peu de choses que je changerais dans cette histoire, voire rien du tout. J'avoue qu'après peut-être un premier tiers qui m'avait particulièrement captivée, j'ai ressenti, je dirais pas une déception, mais une petite baisse d'intérêt lorsque l'histoire a semblé tout d'un coup beaucoup plus se concentrer sur le couple Sophie et Joachim et beaucoup moins sur Maël. Mais par la suite, j'ai vraiment compris, une fois le livre terminé, l'importance de toute cette partie, l'importance qu'elle pouvait avoir dans ce roman, même si, vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout la partie que j'ai personnellement préférée. Alors comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas clairement nommer la thématique centrale parce que pour moi, la découverte de cette thématique fait complètement partie de l'expérience de lecture. Néanmoins, je peux vous dire que cette histoire est une très belle histoire de famille, une histoire d'ailleurs de famille au sens large du terme. Et quand je dis une belle histoire, je ne veux pas dire par là que c'est un roman feel good où tout y est tout beau tout rose. Au contraire, j'ai même envie de dire. En tant que lecteur, préparez-vous avec Amélie Antoine à être parfois franchement malmené. Et personnellement, j'ai terminé cette lecture avec la gorge serrée et plein de sentiments parfois contradictoires. J'ai trouvé cette fin très intelligente et là encore très juste. Et ce que j'aime beaucoup avec cette auteure, c'est qu'elle ne va jamais dans la simplicité et dans le cliché, bien au contraire. Même si j'avoue que parfois j'avais franchement le sentiment de vouloir étriper Sophie, de la choper par les épaules, de la secouer et de lui hurler « Mais pourquoi tu fais ça, meuf ?» Eh bien, l'auteur a su également contrebalancer ce personnage avec des moments qui permettaient d'en faire un personnage imparfait, certes, mais qui n'en reste pas moins humain et que l'on ne peut profondément détester finalement. J'ai vraiment trouvé que c'était un roman difficile, ça c'est certain, mais à la fois très bien écrit, qui interroge sur la maternité, sur le rôle de parent et aussi sur l'acceptation de soi. C'est un roman qui porte de merveilleux messages, bien que tout ce qui s'y passe soit très loin d'être toujours merveilleux. J'ai eu une tendresse toute particulière pour le personnage de Maël qui est à la fois drôle, espiègle et terriblement attachant et touchant que, croyez-moi, je ne suis pas prête d'oublier. Et puis là encore, petite cerise sur le gâteau, cette histoire se déroule, comme je l'ai dit, à Lille, dans des quartiers que je connais bien et que je n'avais du coup aucun mal à imaginer, à visionner, et je pense que forcément ça n'a fait que renforcer mon immersion totale dans cette lecture. Un roman donc, comme j'ai dit, plutôt difficile mais terriblement juste et important par ses thématiques que je ne pourrais que vous recommander. Décidément, Amélie Antoine est une auteure dont je trouve on entend assez peu parler et pourtant, croyez-moi, son talent d'écriture au fur et à mesure des années ne cesse de croître, de gagner en maturité, en épaisseur et en intérêt, et je trouve vraiment qu'on devrait beaucoup plus mettre en avant cet auteur. Je ne peux donc que vous inviter à découvrir Amélie Antoine si vous avez envie de lire sur la vie dans tout ce qu'elle peut avoir de beau et de dramatique à la fois. Très clairement, si vous avez adoré Raison obscure, alors jetez-vous sur celui-ci. Pour moi, on est un petit peu dans cette même veine et cette même intelligence dans l'écriture et cette même réussite. Vraiment, j'ai adoré ces deux romans. Je crois que très clairement, c'est les deux que j'ai préférés de cet auteur. Donc voilà, jetez-vous sur Amélie Antoine et jetez-vous plus particulièrement sur celui-ci ou sur Raison obscure. Mais accrochez-vous quand même parce que comme j'ai dit, c'est pas du feel good. Voilà, c'est donc ainsi que je vais pouvoir du coup clôturer ce point lecture. Je pense qu'il n'aura pas été très long et c'est tant mieux parce que je trouve que les vidéos sont dernièrement assez longues parfois et j'imagine que c'est peut-être pas toujours très agréable de m'entendre parler pendant aussi longtemps. En tout cas, si ce point lecture vous a été utile et que vous l'avez apprécié,
N'oubliez pas de mettre des petits pouces levés et surtout de venir en commentaire papoter avec moi de ces bouquins ou peut-être d'autres très bonnes lectures que vous avez vous fait dernièrement, parce qu'avec un petit peu de chance, peut-être que vos petits coups de cœur sont disponibles dans ma pile à lire et dans ce cas-là, ça peut peut-être potentiellement aiguiller mes prochaines lectures. Alors il est possible que certains soient en train de se dire « Elle nous a fait un point lecture sans livre de Stephen King ». Oui, c'est vrai que ce coup-ci il n'y en avait pas, mais je vous promets, hein, dans le prochain, c'est certain, il y en aura. Sur ce, j'espère donc que vous prenez toujours autant de plaisir sur la chaîne et que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!